Imaginez un peu, pouvoir envoyer de l'argent à l'autre bout de la planète quasi sans frais, ou bien sécuriser un titre de propriété avec un simple clic. C'est la grande promesse de la révolution numérique pour les pays du Sud. Mais, et s'il y avait un mais? Si cette promesse cachait en fait une nouvelle forme de dépendance? C'est exactement cette épée à double tranchant qu'on va examiner ensemble. Avant de plonger dans les solutions, il faut bien mesurer l'ampleur des problèmes. Et on ne parle pas de concepts abstraits, non, on parle de galères bien réelles qui pèsent sur des millions de personnes. Prenez quelque chose d'aussi simple et essentiel que la terre sur laquelle on vit. Pour des millions de gens, prouver qu'une terre ou une maison leur appartient, c'est un véritable parcours du combattant. Un labyrinthe administratif qui coûte cher, qui n'en finit pas, et où la corruption peut anéantir les efforts de toute une vie. Regardez-moi ce chiffre, 18%. Au Nigeria, les frais officiels peuvent carrément vous coûter jusqu'à 18% de la valeur de votre bien. C'est une barrière quasi infranchissable qui bloque des millions de personnes, les empêchant de rejoindre l'économie formelle et de se construire un avenir. Bref, que ce soit pour enregistrer un terrain ou envoyer de l'argent à sa famille, les systèmes traditionnels sont un peu grippés. Des frais exorbitants, des délais interminables et un manque de transparence qui laisse la porte ouverte à tous les problèmes. Mais face à tous ces blocages, une nouvelle vague de technologie arrive avec une promesse radicale. On parle bien sûr de la blockchain et des crypto-monnaies qui ont l'ambition de rendre tous ces vieux systèmes complètement dépassés. Revenons au titre de propriété. La blockchain, en gros, c'est comme un immense registre public numérique. Une fois qu'une information y est inscrite, elle est validée par des milliers d'ordinateurs et elle ne peut plus jamais être modifiée. Le résultat, la fraude devient quasiment impossible et tout le processus est bien plus simple. Et pour les transferts d'argent, ce graphique parle de lui-même. La différence est juste spectaculaire. On passe de plus de 6% de frais en moyenne à quasiment rien du tout. Pour des millions de familles, c'est une véritable révolution. Comment c'est possible ? En fait, en utilisant ce qu'on appelle des stablecoins, sur des blockchains très performantes, l'argent est transféré quasi instantanément pour un coût ridicule. Et surtout, ça contourne tout le système bancaire traditionnel qui est lent et cher. Moins cher, plus rapide, plus sûr. Sur le papier, la promesse est magnifique. On dirait vraiment la solution miracle à des problèmes qui traînent depuis des décennies. Mais c'est précisément là que l'histoire se complique. Parce que cette belle promesse, elle soulève une question fondamentale, une question qui change absolument tout. Cette question, toute simple, change complètement la donne. Elle nous force à nous demander qui construit, qui possède et, au final, qui contrôle tous ces nouveaux systèmes numériques. Et c'est là qu'on tombe sur un concept qui peut déranger, le colonialisme numérique. L'idée, elle est assez simple. Hier, on venait chercher les matières premières. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse, ce sont nos données. Et les mécanismes d'extraction, ils se ressemblent étrangement. C'est la même logique. De la même façon que les puissances coloniales construisaient des chemins de fer pour extraire les ressources, les empires numériques d'aujourd'hui contrôlent les serveurs et les câbles pour extraire la donnée et sa valeur. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore. C'est physique, c'est concret. L'architecture même d'Internet force souvent les données du Sud à passer par des serveurs situés dans le Nord. Le moteur de ce modèle, ça a un nom, le capitalisme de surveillance. Le principe, c'est d'utiliser nos données personnelles, nos clics, nos likes, nos déplacements, pour prédire et influencer nos comportements. Le tout, bien sûr, pour faire du profit. Face à cette nouvelle forme de dépendance, une contre-idée très puissante commence à émerger. C'est la quête de la souveraineté numérique. Et cette souveraineté, elle se joue sur 4 terrains à la fois. D'abord, l'infrastructure, qui possède les câbles et les serveurs. Ensuite, les données, qui a le droit de les gérer. Puis, la réglementation, qui écrit les règles du jeu. Et enfin, un point crucial, la culture. Comment on s'assure que les algorithmes ne nous imposent pas une seule vision du monde? Mais attention, l'objectif, ce n'est pas de se couper d'Internet. Pas du tout. C'est plutôt de pouvoir interagir avec le reste du monde, mais selon ses propres règles et en défendant ses propres priorités. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. Des alternatives puissantes nées localement montrent déjà que c'est possible. L'exemple le plus connu, c'est M-Pesa au Kenya. C'est bien plus qu'une application. C'est un système de paiement mobile qui a permis, il y a plus de 15 ans, à des millions de personnes sans compte en banque d'accéder à des services financiers simplement avec leur téléphone. Dans la même veine, on a le système Pix au Brésil. C'est un service public créé par la Banque centrale qui a repris le contrôle d'une infrastructure financière clé auparavant aux mains de réseaux privés internationaux. Tout ça nous amène finalement à un carrefour, un choix crucial pour le monde de demain. Au fond, la vraie souveraineté, c'est ça. C'est passer d'un statut de consommateur passif de technologies pensées ailleurs à celui d'architecte, de co-auteur de notre futur numérique. La question reste donc posée.
Est-ce que cette nouvelle ère numérique va juste être une répétition du passé, avec de nouveaux outils, ou est-ce qu'on aura le courage et l'imagination d'écrire une histoire radicalement différente? L'avenir, lui, n'est pas encore écrit.